Vous devez être le changement que vous désirez voir dans ce monde. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes bien sûr de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat. Une émission consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat ici et partout dans le monde. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui fâche justement. Comment revaloriser les tissus économiques grâce au programme de développement des 145 territoires. Alors, on a choisi pour vous un ténor de l'économie. Lui, il s'appelle Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est dans son actif cadre de l'IDPES et aussi professeur d'université et aussi panafricaniste, à qui je vais rapidement dire bienvenue. Merci pour l'invitation, cher Arnold. Je suis très heureux que nous puissions débattre de cette question importante parce que l'économie a fait défaut dans notre pays. L'économie a toujours été l'ouvrière de l'homme. Et si l'ouvrier ne sait plus travailler, donc il n'a pas de revenus, et il ne peut pas non plus survivre. Voilà pourquoi nous sommes tombés très fort, simplement parce que l'économie ne joue plus son rôle. Voilà. Alors l'économie, c'est la base du développement d'un pays. L'économie, c'est l'ouvrière de l'homme. Et l'épanouissement de l'homme, c'est ce qui est appelé développement, même si c'est un concept qui est utilisé souvent par les aliénés, quoi. Donc, il y a autre chose que ça. Mais en fait, l'économie, c'est les socles. L'économie, c'est les socles. Alors, M. Norbert Yamba Yamba, panafricaniste, économiste de formation, qu'est-ce qui a affaibli l'économie congolaise? Faites-nous une lecture de l'économie congolaise. C'est très important, cher Arnold, mais j'aurais souhaité, si vous le permettez, que je puisse, ne serait-ce que donner la photographie de ce que représentent les potentialités que Dieu nous a données, qui constituent, j'allais dire, les soubassements d'une économie prospère. Vous savez que, vous avez toujours dit, hein, le Congo, c'est une puissance géologique, une puissance agricole, forestière, halieutique, hydroélectrique, phonique, halieutique, etc. Géologique, pourquoi? Simplement parce que tous les tableaux de Mendeleev, hein, où on trouve les différents minéraux qui sont reconnus à travers le monde, se trouvent au Congo, hein, qui ne sont pas pour la plupart non exploités, ça c'est évident. Une étude géologue qui a été faite au Sud Katanga a démontré que le Sud Katanga seulement détient 48 minéraux, dont 12 n'existent nulle part au monde. Et parmi ces minéraux, vous avez le cobalt, qui est aujourd'hui le minerai de prédilection. On en a besoin à travers le monde. Le Lualaba et le Haut-Katanga seuls disposent de 65% de la production mondiale. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de fabriquer des batteries pour les voitures électriques qui constituent aujourd'hui la réponse par rapport au changement climatique, je pense qu'on viendrait au Congo et c'est le Congo qui devra fournir ces questions. Il n'y a pas que ça. Le Congo a les lithium. Le Congo a les coltan. 80% des réserves du monde. Vous imaginez? Mais regardez dans notre produit intérieur brut, regardez dans notre budget, ça ne représente pas grand-chose. C'est que ces minéraux-là ne nous ont pas encore servi en quoi que ce soit, et nous verrons. Et la question est pertinente quand vous dites mais, quels sont les blocages éventuels, naturellement, de l'affaiblissement de cette économie. Le Congo, c'est toutes les guerres contre le pays, en fait. Ces tentatives de balkanisation, en fait, où l'on veut diviser le Kivu, on veut diviser le Nord Kivu, on veut diviser le Katanga, le Congo central. C'est parce qu'il y a une géo-information qui démontre très clairement l'immensité des ressources que nous avons et qui sont localisées dans ces différents endroits. C'est cela et c'est comme ça qu'il y a perspective même de balkaniser le Congo en fonction véritablement de ces ressources. Le Congo, c'est une puissance agricole. Elle détient pour l'instant 80 millions
d'hectares de terres arables. Les dernières perspectives de la FAO montrent qu'on peut aller jusqu'à 120 millions d'hectares de terres fertiles. Certainement que 40 millions sont dans les marécages, c'est évident, mais vous savez, beaucoup de pays aujourd'hui marécagés utilisent le marécage, même en Chine en fait, hein, pour cultiver et compagnie, etc. Mais nous avons 80 millions ou 120 millions. Nous avons une superbe végétation qui peut supporter 40 millions de gros bétail. Tout compte fait, on n'est pas allé au-delà des 4% en termes d'exploitation. C'est que nous avons encore des potentialités si nous avons des moyens, si nous avons une volonté volontariste, si nous avons une élite éclairée, nous pouvons véritablement changer notre situation. Le Congo, c'est aussi une puissance forestière. Le Congo se trouve dans le bassin du Congo dont il assure le pilotage. Sur 250 millions d'hectares de forêt, et le Congo, seul, dispose de 150 millions d'hectares. Et vous savez, le Congo, j'allais dire, le bassin du Congo vient après le bassin d'Amazonie. Et le bassin d'Amazonie, c'est 820 millions d'hectares. Et nous avons 250 millions d'hectares. Mais nous avons un espace forestier qui a une diversité biologique. À la différence, par exemple, du bassin d'Amazonie. Nous avons tout. C'est un paradis, ça. C'est un paradis. C'est un paradis. Je ne vais pas partager ce que nous disait un prêtre pour dire que Dieu a tout donné au Congo parce qu'il était fatigué. Il avait donné de petites choses dans d'autres pays. Mais fatigué, il a tout laissé. Et on est venu lui dire, mais Dieu, pourquoi tu as fait cette injustice? Il a dit non, je les arrache chez l'intelligence. Vous pouvez venir de temps en temps puiser parce qu'ils ne pourront rien faire avec ça. Bon, c'est une anecdote, ça c'est évident. Il avait raison, toi. Non, Dieu n'avait pas raison de dire ça. L'analyse du prêtre. Non, l'analyse du prêtre, il n'avait pas raison, quoi. Il n'avait pas raison. Les Congolais ont la richesse et l'intelligence. Eh bien, écoute, mais non, ça se forge, non? L'intelligence, c'est donc... Poursuivez, ça on va revenir. Poursuivez. Okay. Avec la puissance forestière. Avec la puissance forestière. Nous avons des potentialités de 500 millions de mètres cubes de bois. Vous savez, et on n'est pas au-delà de 500 000 mètres cubes de bois l'an. En termes d'exploitation. En termes d'exploitation. Parce que nous avons la capacité d'exploiter de 6 à 10 millions de mètres cubes. On ne fait que 500 000 mètres cubes. Et nous avons des sociétés forestières. À l'époque, nous avions, avant l'indépendance, même après l'indépendance, 180 000 sociétés forestières. Aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose, même pas 10%. Nous avions 169 000 sociétés agricoles. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 2%. Vous voyez comment la Chine libre. Le Congo, c'est aussi une puissance halieutique. Le poisson, nous avons dans le bassin de Chiluango, parce qu'il y a le bassin d'Amazonie et le bassin de Chiluango. L'Amazonie, c'est 413 espèces de poissons. 413 espèces. Mais le Congo, dans le bassin de Chiluango, c'est 1500 espèces de poissons. Nous sommes premiers suivis des bassins d'Amazonie. Et regardez les écarts. Et nous importons toujours les poissons chercheurs. Nous allons en Namibie. Moi-même, j'étais coordinateur d'un grand projet de la coopération américaine qui avait la responsabilité de visualiser les potentialités halieutiques de poissons sur le fleuve et dans les différents lacs du bassin. Il a été prouvé que lorsque vous prenez le fleuve de Kinshasa vers Kisangani, avant d'arriver à Mandaka, en Gombe, c'est là qu'il y a une forte densité de poissons qui meurent de vieillesse. Parce qu'il n'y a même pas un petit bateau industriel pour avoir le poisson. Mais vous voyez comment nous importons les poissons chercheurs. Il y a des poissons qui ont duré 40 ans, 50 ans, qu'on nous amène ici sur place. Oh, nous avons... Regardez dans les lacs Tanganyika. J'ai vu mes propres yeux. On ne va pas pêcher. Les poissons sont refoulés par des vagues.
sur la plage et les gens ramassent les Mikembika là. Vous les trouvez à Bukavu, vous les trouvez à Uvira, vous les trouvez à Tanganyika, etc. Ben oui. Et donc, nous avons... Tout ça, on a tout ça, on voilà. a compris. Nous sommes une puissance. Une puissance forestière, une puissance hydroélectrique. Oui, comme un philosophe disait, Blaise Pascal, l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait. Et bien entendu, et c'est là justement que je voudrais arriver. Oui, vous voulez, d'accord. Puissance hydroélectrique, parce que rien... Pour nous dire, avec tout ce qu'on a, comment nous sommes faibles? Bien entendu. Qu'est-ce que justifie? Bien entendu. Mais disons d'abord la puissance hydroélectrique. Simplement parce que nous avons 100 000 mégawatts. On ne peut rien transformer, toutes ces potentialités, si nous n'avons pas l'électricité, si nous n'avons pas l'eau. Mais l'électricité, nous avons 100 000 mégawatts. Sinon, Inga serait le plus grand barrage. Et ça ne représente, dans cette chute-là, que 40 000 mégawatts. Mais aujourd'hui, ce qui est opérationnel, on n'est pas au-delà de 1200 mégawatts. Nous qui avons des potentialités, n'est-ce pas? Justement. 100 000 mégawatts. J'ai visité le barrage d'Akosombo au Ghana, 600 mégawatts, mais qui dessert l'ensemble du territoire. Vous voyez? Et quand... Déjà, ceux qui suivent, ça énerve un tout petit peu. Hein. Eh bien, on n'a pas d'électricité, mais on a tout ça naturellement. Eh bien, voilà. Alors, on a un problème dans mais nous avons l'uranium. Ça représente 33, n'est-ce pas, de la capacité africaine, 33% du monde. Et on aurait pu fabriquer naturellement l'électricité, ce qu'on appelle le nucléaire civil. Nous avons le musée nucléaire qui se trouve à l'université de Kinshasa. Mais va en France, l'électricité, c'est avec le nucléaire civil. Ce que fait Areva au niveau du Niger, au niveau du Mali. Eh bien, on aurait pu véritablement, nous sommes plus que le Niger en termes de potentialité d'uranium. Mais on n'a pas l'électricité. Entre-temps, nous avons plusieurs barrages, nous avons plusieurs chutes qui auraient pu servir véritablement. Inga lui-même pouvait desservir l'électricité sur toute l'Afrique. Parmi les projets de NEPAD, c'est-à-dire le nouveau partenariat pour l'Afrique, vous trouvez Inga. Hein, avec le colonel Kadhafi, tout était fait pour que véritablement on puisse mettre des moyens de manière à pouvoir avoir l'exploitation d'Inga. Quand cela ne tienne, nous, en termes de potentialité au monde, nous avons 25% de potentialité hydroélectrique du monde. Dans tous les pays en développement. Vous prenez la Chine, vous prenez l'Amérique latine, vous prenez l'Afrique, le Congo seul détient 25%. Et voilà. Mais en termes de prestance, nous ne représentons même pas 1%. C'est gravissime. Alors, pourquoi cela? Vous savez... Vous n'avez vraiment pas un bon tableau pour la RDC. C'est vraiment un paradis. Oui, on a des hommes, hein. On a des hommes, parce que ce sont les hommes qui... écoutez, quel homme, avec quel ADN ce sont des hommes, certes, parce qu'on sait marcher. Oui, justement, la question en amont était qu'est-ce qui a affaibli l'économie congolaise? Ce qui a affaibli l'économie congolaise. Un tableau, ça c'est très bien. Alors, avec tout ce que nous avions là, ça n'a pas influencé notre PIB. Qu'est-ce qui nous a affaibli? Ce qui nous a affaibli, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu colonisation, et donc la Belgique s'est installée. La Belgique a créé ses propres sociétés, etc. Et vous savez que le paradigme qui a été mis en place, c'est un paradigme eurocentrique, à rentabilité externe. Ce paradigme était essentiellement axé sur l'exploitation, l'extraction de nos ressources minérales. On extrait ces ressources, on les amène à l'état brut comme font aujourd'hui les Chinois, ils emboîtent les pas à l'Occident. Et chez eux, il y a ce qu'on appelle les industries. Et si c'est le cuivre, si c'est l'or, l'étain, manganèse, cobalt, coltan, etc. C'est amené à l'état brut. Il faut aller au Katanga, vous allez le voir. Combien de véhicules, 250 véhicules chaque jour, qui transportent plein de minéraux. Et quand ça arrive chez eux,
ben voilà, les industries transforment, produisent des richesses, donnent de valeur ajoutée, donnent de plus-value, font de la valeur toutes ces ressources-là. Et ces ressources créent de l'emploi, parce qu'effectivement, toutes ces usines permettent véritablement de créer de l'emploi et les jeunes trouvent du travail. Et ça augmente les richesses, ça augmente les revenus. Ils ont la possibilité d'arranger leurs routes, ils ont la possibilité de construire des universités, ils ont la possibilité de construire des logements sociaux, ils ont la possibilité de bien payer les gens, parce que les gens trouvent du travail étant donné les différentes ressources déjà en exploitation. Mais les ressources qui quittent chez nous n'ont rien fait, n'ont rien gagné. En dehors des sociétés d'extraction, où l'on recrute essentiellement la main-d'œuvre pour travailler comme des amants de muscles, qui ne peuvent pas toucher un salaire, qui permettent véritablement à la personne de changer sa situation. Et donc, nous, on est resté simplement avec les yeux pour pleurer. Et donc, ce paradigme occidental qui donne une théorie générée par Samir Amin, qui est la théorie du centre et de la périphérie. Les centres, ce sont des Occidentaux qui considèrent qu'ils ont un idéal civilisationnel et c'est eux qui doivent civiliser le monde et qui doivent avoir essentiellement les industries. Et c'est eux qui doivent véritablement prendre les matières premières qui se trouvent chez nous pour aller les transformer chez eux. Et ils nous renvoient les produits manufacturés. Et c'est eux qui doivent choisir nos dirigeants. Parce que nos dirigeants doivent jouer le rôle de courtiers, de commissionnaires, au service de puissance d'argent. Et c'est eux qui doivent véritablement nous utiliser comme des amants de muscles chez nous. Et que toutes les propriétés que nous avons en termes de ressources, en termes de potentialité, leur appartiennent. Et donc, affaiblissement comment? Parce que quand ils sont venus, ils ont commencé à exploiter, mais, cher Arnold, ils ont fait une répartition. Il y a une littérature abondante sur cette question par Ziegler qui vous dit qu'il prenait 80% et il laissait 20%. Avec les 20%, il construisait des routes, les routes que nous avons trouvées. Ils ont fait des aérodromes, ils ont fait justement des endroits ou des routes d'intérêt qui permettent véritablement d'orienter le produit qu'ils prennent ici vers l'exportation, le Congo central. Et ça leur a permis 20%. Alors maintenant, malgré, parce qu'ils avaient beaucoup de sociétés, ça générait aussi des ressources, malgré l'extraction. Et à l'époque, en 1960, le Congo comptait 44% des recettes en devises qui provenaient du secteur agricole. Et je vous ai dit qu'on était au-delà de 169 000. 169 sociétés agricoles. Mais bon, on avait des recettes. Le secteur de l'éducation ponctionnait 26%. C'est ce qui faisait qu'en fait, même à l'université, on payait les bourses, on avait la restauration, on avait les transports, etc. C'est très important. Et à l'époque, en 1960, parce que les Belges venaient à l'accession de notre pays à l'indépendance, le Congo-Kinshasa, par rapport à ce qui était fait par les Belges, était un pays en revenu intermédiaire. C'est-à-dire, au même titre que le Canada, qui est devenu la 8e puissance économique mondiale, au même titre que la Corée du Sud, qui aujourd'hui, à l'époque, en 1960, la Corée du Sud avait 268 $ par habitant par an. Nous avions 368 $ par habitant par an. On était au-dessus de la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud... quelle année donc, à la fin de l'indépendance. Avec le leadership de Belge. De Belge. Et même quand on est au début avec Azamboubou, etc., les choses se sont dégradées quand le régime militaire... On avait une économie forte. Une économie forte. On avait une économie forte. Lors de la colonisation. Prospère. La colonisation, mais bénéficiaires potentiels, ce sont les Belges. Mais quand même, on était... Mais on était... Plus que les Canadiens. Bien entendu, parce qu'ils savent même nourrir leurs chiens. Et à l'époque, nous étions considérés... Malgré cette colonisation. Comme, bien entendu. Alors, justement... Et il faut que je termine par là. Allez-y. Alors maintenant, la Corée du Sud aujourd'hui, c'est 1300 milliards de produits intérieurs bruts.
Le Congo qui est dépassé en 1960 à 54 milliards de produits, de produits intérieurs bruts. Le PIB. Le PIB. Et l'Afrique du Sud, au même titre que nous. Hein. Donc, à l'époque, nous étions au même niveau que l'Afrique du Sud, de blancs. Mais, bien entendu, mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est un pays émergent. Parmi les 5 BRICS, mais 400, en voisin 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Le Congo est toujours à 50-54. Nous étions au même titre. Oui, j'ai parlé de la Corée du Sud, j'ai parlé du Canada, j'ai parlé de l'Afrique du Sud. Alors, les Blancs sont partis. Ils ont mis en place un autre système. Et qui a mis en place? Ce sont les Américains et les Soviétiques qui sont des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pas été à la colonisation. Et ils ont vu la prospérité de la colonisation parce que, surtout les Américains, ça y est qu'on vendait les Noirs qui sont devenus des agents, des travailleurs dans les plantations. Et ils disent, oui, accélérons la décolonisation et nous allons mettre notre système qui s'appellerait la néocolonisation, la nouvelle colonisation. Et c'est comme ça que vous avez vu la conférence Bandung en Indonésie, qui a regroupé pratiquement tous les pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, qui y étaient censés être ce qu'on appelait en tort les pays sous-développés. Et c'est là que se décidera la création du tiers-monde et l'engagement des Américains et des Soviétiques d'accélérer le processus de décolonisation qu'on appelle à tort indépendance. Et c'est comme ça que nos leaders ont commencé à émerger, effectivement, sous l'accompagnement des Américains et des Soviétiques. Alors, maintenant qu'on arrive dans les indépendances à partir des années 60, certainement qu'il y avait des pays qui étaient déjà décolonisés à 57, avec Kwame Nkrumah au Ghana, 58, Sékou Touré qui a désavoué le général de Gaulle, nous on est arrivé à 60, etc. Et donc, maintenant, il y a des puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui commencent à surveiller pour restaurer la même situation que les colonisateurs. Alors maintenant, on divise, à l'époque, l'Afrique à des obédiences. Il y a les progressistes, c'est-à-dire ceux qui sont sous la direction des soviétiques, des communistes, et vous avez les modérés, ceux qui sont sous la direction des Américains. Et l'Afrique est divisée. Cela a créé ce qu'on a appelé la guerre froide. Est-ce que vous me suivez, Arnold? Alors maintenant, la guerre froide se crée. Nous quittons un système de colonisation vers un deuxième système de colonisation. Et alors maintenant, tous nos leaders qui ont domestiqué le velléité d'émancipation, des gens de la trempe de Patrice Lumumba, la trempe de Modibo Keïta, de Sylvanus Olympio au Togo, Modibo au Mali, Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, Amilcar Cabral, n'est-ce pas, en Guinée-Bissau, Nasser en Égypte, etc. Ben Bella en Algérie. Tous ces leaders-là avaient des ressentiments nationalistes et ils voulaient s'approprier véritablement de nos richesses. Alors maintenant, comme il y a guerre froide, les deux se sont entendus pour que chacun protège naturellement ses espaces. Alors pour protéger ces espaces, Arnold, alors maintenant, il faut changer les gens, faire partir les civils et mettre les militaires pour asseoir une discipline de fer. C'est venu le moment, n'est-ce pas, de l'Afrique des colonels. Premier coup d'abord on a tué Lumumba parce que Lumumba parlait déjà de l'indépendance économique et il disait que l'indépendance politique ne peut être véritablement souveraine que lorsqu'on aura l'indépendance économique, et l'indépendance économique reste un défi. Et il avait raison. Et les Belges, les Américains, quand ils ont entendu comme ça, c'était un homme à battre. Et on leur a battu. Est venu naturellement le deuxième assassinat, celui de Sylvanus Olympio, qui, avec les francs français, il voulait changer. Et voilà, donc il veut changer l'économie, il faut tuer, on l'a tué. Tous ces leaders, Kwame Nkrumah, qui était le patriote de patriarche, etc., il a subi un coup d'État, c'est un militaire qui les remplace, Sylvanus Olympio, c'est un militaire qui les remplace,
Kasavubu, c'est un militaire qui les remplace, presque partout en Afrique. Et ils ont mis en place des régimes qui fonctionnent dans une sorte de dictature perfectionnée. C'est que les dirigeants n'ont aucun droit de regard. Non, les dirigeants n'ont pas de compte à rendre à leur population. Les dirigeants sont des courtiers, des commissionnaires au service de leur puissance, des puissances d'argent. Et on a mis en place des États patrimoniaux, c'est pas, à vocation, à mendicité internationale. Et on ne pouvait pas. À ce moment-là, ils commençaient à voir que les infrastructures qui ont été mises en place, ils ne peuvent plus continuer. Parce que l'Allemagne, qui s'est retirée après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à prendre l'encensé par rapport à d'autres pays qui étaient... Il ne faut plus continuer à investir dans les pays d'occupation. Il faut simplement prendre des ressources, c'est créer des multinationales à travers le monde, qui sont des sociétés qui deviennent de plus puissantes que les pays, vous voyez, et qui commencent à désigner des chefs d'État, des dirigeants, etc., qui doivent travailler à leur service. Donc, l'économie commençait à s'effondrer davantage, parce que cette fois-ci, vous n'avez pas de personnes physiques en train de vous chercher. Vous voyez vos frères, mais vos frères qui donnent la possibilité aux autres de prendre vos ressources et prennent en retour leur part. Personne ne s'occupe véritablement de l'avenir de la société. Raison pour laquelle l'économie devait s'effondrer. Et alors maintenant, ils ont multiplié de systèmes où ils ont créé, n'est-ce pas, des espaces de guerres récurrentes, et surtout dans des endroits où il y a un potentiel de ressources minières ou de ressources naturelles. Et donc la guerre devient véritablement élément de prédilection. Entre-temps, vous faites la guerre, on finance les rebelles, on finance les pouvoirs, vous êtes en train de vous entretuer. Entre-temps, ils continuent véritablement à exploiter, à prendre les ressources. Et voilà l'une des raisons. Et une autre raison, à quoi sert d'avoir une économie de substance? Vous avez des minéraux. Ceux qui exploitent les minéraux, c'est pas au Katanga, est-ce qu'ils ont des appareils? Est-ce que nous avons nos appareils à nous? Notre centre de contrôle de mines là, ou le ministère des mines, est-ce qu'ils ont des technologies pour savoir la teneur en minéraux dans notre terrain, sur notre propre sol? Est-ce qu'on a les appareils? Est-ce qu'on a des technologies? La GECAMINE avait fait des études depuis des années. Certainement que c'était des Belges. Mais écoutez, c'était des technologies qui sont aujourd'hui essoufflées, démodées. Un Chinois qui arrive avec une nouvelle technologie, ils ont plus de 650 brevets sur les technologies. Mais il peut voir 50 km en dessous du sol pour voir quelle est la quantité de minéraux qu'il y a là-dedans. Et puis quand on signe un contrat, on leur donne des espaces, mais on ne détermine pas la quantité d'exploitation. Et même si on déterminait la quantité, les Chinois, ils vont quadriller et ils exploitent. Qui les contrôle? Qui sait combien il y en avait dans l'espace? Vous avez le président Alpha Condé en Guinée a eu des problèmes parce qu'il y a eu une sorte d'acquaintance entre les Français et les Chinois. Il dit, oui, nous sommes le troisième pays producteur de bauxite, nous n'avons pas d'intérêt par rapport à ça, nous ne gagnons pas grand-chose, j'arrache le marché aux Français, je donne aux Chinois. Mais vous les Chinois, vous n'allez pas faire comme vous avez fait au Congo, où vous exploitez, vous signez un contrat de 6 milliards de dollars, mais on ne sait pas quelle est la quantité que vous devez exploiter. Et surtout, il n'y a pas une technologie qui a démontré la teneur de ce que vous allez exploiter. Ils ont signé un contrat de 6 milliards de dollars. Bien entendu, bien entendu. Avec les Chinois, avec Joseph Kabila. Vous voyez. Alors maintenant, quand il dit ça, et que maintenant, il va falloir qu'on fasse la confrontation entre vos technologies, une technologie pour nous, pour que nous sachions combien dans l'espace, combien ça représente. Aujourd'hui, il y a une complotation internationale qui l'a fait partir, donnant l'impression... On va poursuivre la télé ces temps, justement. Il y a à boire à manger à ce sujet. Et je peux dire, on peut conclure aujourd'hui que les Blancs ont eu une grande vision par rapport à nous, le Noir, et qui expliquerait justement la théorie de la racialisation. Parce que les Blancs sont plus supérieurs, cette race-là est supérieure à la race noire.
Parce que comment tout un peuple comme ça, on peut vous coloniser, mettre un système pour affaiblir votre économie? Tous ces temps de scientifiques étaient où, justement, monsieur Norbert? Nous avions des scientifiques. Il ne faut pas adhérer à la théorie des racialisations, même si des gens comme Voltaire, qui continuent à étudier dans nos écoles, un raciste, un racialiste, il est dans les livres qu'on enseigne dans nos écoles. C'est pitoyable. Vous voyez, des gens comme Gobineau. On n'a pas pensé à ça pour, par exemple, coloniser les Français. Pourquoi les Noirs n'ont pas pensé à ça? Non, mais nous avons colonisé. Ils ont eu cette avance, justement. Nous avons colonisé. Jusqu'aujourd'hui, et c'est là dans la néocolonisation, ce que nous avons colonisé. Non, mais nous n'avons pas colonisé. Nous avons ce qu'on appelle une mémoire plastique, à la différence de l'Occident, qui sont trop cartésiens. C'est très important et je vais vous expliquer. En 3 minutes. En 3 minutes, parce qu'on va prendre les 145 territoires. Les Noirs ont été le fils aîné, n'est-ce pas, de Dieu. Il nous a tout donné et nous avons vécu 300 000 ans avant qu'aucune autre race ni notre culture puisse justement avoir lieu dans ce Les Noirs étaient le fils aîné de Dieu. Bien entendu. Mais il n'y avait pas de blancs. Il n'y avait pas. C'est pas prouvé dans la Bible, quand même. Non, voilà, donc la Bible, c'est un livre qui a été écrit par Constantin le Grand dans le conseil de Nice, et c'est un Romain. À quelle fin, vous dites ça? De faits politiques. De faits politiques. C'est selon Non, mais c'est comme ça, vous dites non. Comment ils nous ont dominés? Alors quand Yamba fait des recherches, il vous dit, il vous révèle des choses pour lesquelles vous avez considéré ça comme de dogme. Vous dites non, selon Norbert Yamba. Un livre, les propres frères vous disent que ce n'est pas une dictée surnaturelle. Ce n'est pas une dictée surnaturelle. Il y a des études qui ont été faites. Et il y a des gens qui ont reproduit l'histoire du peuple. Est-ce que vous pensez qu'ils nous ont colonisés grâce à leur spiritualité, grâce à la Bible? Oui. Est-ce que oui. La Bible a aidé la colonisation? Ah, c'est pourquoi je voulais vous expliquer que nous étions puissants. 35 siècles avant la naissance de Jésus, nous étions les premiers qui ont inventé les mathématiques. Les premiers qui ont inventé l'astronomie. Avec l'Ishango. Les bâtons d'Ishango. Même à Lebombo, au Zimbabwe, il y a 35 000 ans, vous imaginez, la physique, l'écriture, la philosophie, la médecine, dont on parle aujourd'hui, le père de la médecine, c'est Hippocrate, mais il a étudié en Égypte où il y avait des Africains noirs de charbon. Imhotep, c'était son enseignant. Les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès, sont des théorèmes qui ont été produits par Yamesso, noir de charbon, en Égypte, dont Pythagore a passé 22 ans. Vous voyez, donc quand vous lisez Hérodote, quand vous lisez les égyptologues sérieux, vous allez trouver tout ça. Nous étions puissants, mais malheureusement, nous étions dirigés par les pharaons, et les pharaons ont commencé à avoir des femmes juives parce qu'elles ont fait. Les premiers réfugiés économiques sont des Israélites qui sont venus chez nous, ils sont restés pendant 400 ans. Et donc, le fait de prendre les femmes juives, ils ont commencé à faire des enfants métis. Et ces enfants métis ont été éduqués par leur maman. Et c'est comme ça qu'ils ont trahi la culture noire, au point où les Assyriens, les Babyloniens nous ont attaqués et nous avons fait une migration. La partie nord est restée pour les Arabes, parce que les Arabes aussi nous ont attaqués. Et c'est comme ça que vous voyez l'Égypte, vous voyez l'Algérie, etc., qui sont devenus partie intégrante de l'Afrique. Nous sommes revenus vers le centre, etc., où on parle d'Éthiopie, d'Abyssinie, de Soudan, etc., du royaume Congo, du royaume du Mali, du royaume Louba, etc. Vous permettrez que ça soit à bâton rompu parce qu'il y a beaucoup de questions là. Tout à fait. Oui, il y a des chefs spirituels qui développent la théorie qui dirait que l'homme noir, la peau noire est maudite par Dieu lui-même. Non, c'est une fomentation. C'est une information dénuée de tout fondement. Et ça rentre dans la vision de l'idéalisation de la Bible. Oh, l'histoire de Cham. C'est faux, archi faux. Justement, vous lisez bien la Bible. Voilà. L'histoire de Cham, les fils justement de Noé. Non, les 3 fils. C'est faux. Comment il est noir? Noé, il était blanc, disons. Et puis, bon, sa femme était blanche. Alors, on fait un noir. Vous avez vu déjà un noir né d'un mariage, pas d'un couple blanc, c'est de la fausseté.
Ce sont des arguments propagandistes pour pousser à la croyance de la suprématie blanche. Ils vous montrent même des images de Dieu qui est blanc, qui a eu la photo, qui est allé prendre Dieu, la photo, ou pour voir qu'il est blanc, où les anges sont blancs, le Fils blanc, le ciel lui-même blanc. Tout ce qui est noir est faux, tout ce qui est noir est mauvais. Le mariage en noir, au noir, c'est faux. Le marché noir, c'est faux. L'expression noire, c'est faux. Non, mais écoute, arrêtez. Ils ont monté tout ça et ils se sont servis de la religion, ils se sont servis du système éducatif, ils se sont servis du système politique. Et ils nous ont fait importer tous ces éléments, tous ces différents systèmes pour nous montrer que seule la race blanche est supérieure et la race noire est inférieure, en nous neutralisant dans notre psycho. Regardez, lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui monte un avion, qui doit aller dans 200 millions de kilomètres à l'espace, vous allez me dire qu'il est en train de faire des recherches dans son laboratoire. Ah non, messieurs, Dieu a donné le génie à chaque peuple. Dieu a donné. C'est comme ça que quand vous êtes dans nos villages, il y a des gens qui vous disent, mais écoutez, tel est sorcier, il est allé à France, il a fait 2 fois des retours, des allers-retours. Et quelle est la vitesse de l'avion? Mais c'est cet avion que le blanc est en train de matérialiser la journée. Et il est venu avec sa Bible, il est venu avec sa religion pour nous dire que voilà, ce que vous faites là, parce qu'il connaît le secret. Écoutez, c'est la sorcellerie. Or, la sorcellerie positive existe. Il faut la scientifiser, il faut la mettre. Et on refuse que nous ne puissions le faire. Il faut faire la confession chez les prêtres pour dire, écoutez, moi je suis sorcier, etc. Et on nous a laissé le côté ténèbres, le côté négatif. Et tout ça, il faudrait que ce soit à la place publique pour que nous sachions, vous qui croyez en Dieu, réellement Dieu existe, parce que c'est une énergie. Mais il faut construire les grégores. Et les grégores, c'est l'intensité de cette énergie. Quand vous mettez en connexion et qu'il y a une interaction dynamique avec cet égrégore-là, vous avez des résultats. Et c'est ce que vous appelez dans les églises des miracles. Il faut que tout cela soit connu par notre peuple, pour que tous ceux qui se déclarent sorciers aujourd'hui puissent opérer à ciel ouvert. Je prends toujours l'exemple de Dingwe Motonangeke. Il fait un combat. Il sort, n'est-ce pas, des intestins de son adversaire. Il termine l'opération. Vous voyez même du sang. Et après, il y referme, sans cicatrice. Mais prenez le scanner. C'est une opération qui s'est fait sans cicatrice. Et ils ont scientifisé ça. Et ils vous disent, mais ils disent, mais là, c'est un sorcier, il ira dans l'enfer. Ils ont inventé des notions importantes. La notion de paradis et la notion de l'enfer. Et ils ont montré dans leurs photos que l'enfer, c'est le truc de Satan. Et le Satan a 2 cornes, il est noir. Et que le paradis, vous voyez, des blancs, etc. C'est un dessin. C'est un dessin en old. Vous savez, et parce que vous parlez de la Bible, il y a 1000 ans, après la naissance de Jésus-Christ, il n'y avait pas d'essai, Arnold, Norbert, Joseph, etc. L'Église catholique s'est organisée pour se mettre dans une sorte de conclave et ils ont dit, désormais, il faut qu'on ait des saints. Et c'est comme ça. 1000 ans après la naissance de Jésus-Christ. Et c'est devenu une règle, on vous fait le baptême, on vous dit, on vous appelle Joseph, on vous appelle Marie-Hélène, etc. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dicté? Moi je dis non. Nous avons aussi un grand patrimoine pour lequel, si on s'entendait, si nos autorités pouvaient croire aux valeurs africaines, si nos autorités pouvaient croire à notre culture, à notre identité, à notre spiritualité authentique, à notre génie propre, nous aurons des hommes et des femmes qui peuvent véritablement créer des choses. Et je termine. Vous voyez, dans la province orientale, à la Chopo, il y a une culture, il y a toute une communauté qu'on appelle les Topoké. Ils ont un liquide. Quand on t'articule dans les yeux, tu peux voir en demi-kilomètre. Et alors, c'est ça qu'ils ont fabriqué satellite. Chez eux, ils ont transformé, ils ont scientifisé ça en satellite. Regardez, à l'équateur, chez les Agnelles, du côté de Boujara, vous savez, dans le sud du Oubangui, il y avait la guerre presque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Agnelle avait un morceau de bois. Il prend et ça servait de téléphone. On dit c'est la sorcellerie. Mais quand elle fabrique le téléphone, on dit non, non, c'est la science. Et nous avons manqué
Parce que les prêtres ne nous ont pas dit la vérité. Et les mêmes prêtres, les mêmes pasteurs, les mêmes imams sont allés à Chine. Et les Chinois ont compris qu'ils leur ont trompé. Et ils utilisaient même le verre du riz pour que les gens aient le matin. Et que je termine. Et par rapport à ça, ils ont monté une révolution culturelle en 1939. Ils ont chassé les prêtres, ils ont chassé les imams, ils ont chassé, n'est-ce pas, les pasteurs. Ils se sont mis en connexion avec leurs ancêtres. Et ils ont commencé à inventer. Aujourd'hui, il y a 650 en Chine. Et bien, quand on invente la caméra, on peut multiplier la caméra, on peut vendre, on peut avoir des revenus, donc, on peut construire des maisons, des routes, etc. Voilà. Vous pensez, comme nous parlons de développement aujourd'hui, vous pensez que pour nous, les Congolais, les Africains, il faudra qu'il y ait un retour à l'authenticité pour booster notre développement? Tout à fait. Nous devons savoir où nous avons chaviré et pour revenir au point de repère et partir de point de repère. Mais si c'est ça la condition sine qua non pour booster notre économie, pour booster notre social, pour booster notre pays, pour booster notre continent, vous pensez que les Américains, par exemple, les USA, ils ont fait quel retour pour se développer, pour être la plus grande puissance mondiale? Ils sont en communion avec leurs parents. Les Américains. Les Américains sont en communion avec leurs ancêtres. Mais la Bible, les États-Unis, je parle des États-Unis. Oui, bien entendu. Les États-Unis d'Amérique. Mais oui, c'est le pilote de prédilection. Ils avaient un président noir, justement. Bien entendu. Dont sa mère est américaine. Justement. Bien entendu. Bien entendu. Mais il n'a pas tous les secrets. Ils ont les écoles ésotériques, philosophiques, où on initie les gens. Excusez, et cette question, elle est très importante. Vous savez comment on organise l'enseignement chez eux? Ils ont 3 composantes. Il y a la composante théorique, la composante pratique et la composante spirituelle. Dans la composante spirituelle, vous avez la théorie, on vous déclare, je ne sais pas licencié, mais on vous initie à connaître la société à travers la spiritualité. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des écoles maçonniques, des écoles où on est initié à savoir comment fonctionne, outre le monde visible, mais le monde invisible. Allez même à l'Université libre de Bruxelles, la plupart d'étudiants, ils acceptent véritablement de devenir des maçons. C'est un ciel ouvert. Il y a la Réseau Croix, il y a le Lions Club, tout ça, ce sont des écoles exotériques où on nous recrute nous, mais on ne nous dit pas toute la vérité autour de ça. Et ils utilisent ça. Dis-moi, qui peut être président en France sans aller dans le Grand Orient pour aller véritablement... Professeur, vous réfléchissez bien, vous allez loin. Est-ce que vous pensez pour un projet comme des 100 jours qui pouvait développer, qui pouvait donner un part de plus pour la RDC, sous le management du président Félix Tshisekedi, est-ce qu'on avait besoin de retour à l'authenticité pour développer? Est-ce qu'on avait besoin, ou on avait besoin de l'homme? Non, mais écoutez, il y a ce qu'on appelle, il y a 3 compartiments dans la recherche des solutions. Est-ce que nous, on n'a pas un problème d'homme? Excusez, mais l'homme qui a été fabriqué, c'est un homme qui a été fabriqué selon le besoin, selon la volonté de l'Occident. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être, nous sommes ce que les autres voulaient. On n'a pas de conscience alors. Mais écoutez, on est perdu quoi. Quand je suis en train de parler... L'homme n'a pas d'âme. Non, il y a l'âme, mais une âme fabriquée au modèle, souhaitée par les autres. Vous également, vous n'avez pas d'âme. Non, pourquoi j'ai réfléchi? J'ai réfléchi pour que nous puissions revenir au repère. Comment vous avez fait pour devenir ce que vous êtes devenu? Il faut beaucoup d'engagement, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions questionnantes. Pourquoi? Simplement parce que j'ai fait mes études de développement. Et puis bon, j'ai circulé à travers le monde, 65 pays. J'ai dit, Jean-Paul Sartre qui dit l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Bien entendu. Qu'est-ce que les chefs de l'État, par exemple, Félix Tshisekedi, fait de la RDC? Lui, par exemple. Mais il est en train de se battre. Parce que c'est là que je voulais vous dire qu'il y a 3 types de solutions. Il y a les solutions court-termistes, c'est-à-dire à moyen terme, à court terme, et des solutions à moyen terme, et des solutions à long terme. Lorsque vous êtes un chef, parce que les gens ont besoin, n'est-ce pas, de trouver des solutions par rapport à la situation pour ne pas disparaître. La première chose, c'est d'imaginer des solutions à court terme. Nous appelons ça des solutions court-termistes. Et puis bon, dans les 5 ans, on fait quoi? Et vous imaginez. Mais dans le long terme, ce que je suis en train de te dire, c'est justement le long terme où il faut revisiter notre spiritualité, revisiter notre religion. Parce que la religion a été un cadeau empoisonné
Il faut revisiter notre système éducatif. C'est un bâton rempli parce qu'on me fait signe pour le temps. Oui. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui nous interdit d'innover, qui nous interdit de créer? Est-ce que vous avez déjà trouvé un verset biblique qui bloque le développement d'un pays? Non, il n'y en a pas, mais simplement parce que nous avons rompu la connexion entre la physique et la métaphysique. Parce donc, que c'est là... problème, c'est pas la Bible. Attention, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est déjà imaginé dans les mondes métaphysiques. Il n'y a pas de physique sans métaphysique. Or, la Bible nous a appris que tout ce qui est métaphysique est diabolique. C'est l'enfer qui est le résultat final. Et nous avons rompu l'inspiration qui aurait pu nous servir. Et je termine pour les Américains. Qu'en 1947, avec le président Truman, il a réussi à signer un contrat avec les ovnis, ce qu'on appelle les extraterrestres, qui se retrouvent dans la galerie de leurs ancêtres, dans la galaxie de leurs ancêtres, et qui leur ont donné, n'est-ce pas, une intelligence inouïe pour découvrir, générer, n'est-ce pas, des inventions, etc. Oui. Le grand problème, c'est que nous ne sommes plus en connexion avec nos ancêtres. On nous a dit que nos ancêtres... Vous pensez que la sorcellerie va nous aider? La sorcellerie doit être scientifisée. Le véhicule qui a été fabriqué en 1912, c'est différent du véhicule fabriqué aujourd'hui en 2021. Mais ce téléphone ici, c'est le professeur Jean Bélé, Okapi, un Congolais. Il n'avait pas besoin de la sorcellerie. Il a copié. Il a copié. Attention, mon cher ami. C'est que nous pouvons copier, nous pouvons fabriquer des bics. À quelle échelle? Est-ce que l'originalité... Si lui l'a copié, que font les Chinois exactement que vous vantez? Les Chinois ont utilisé la méthode de la machine inverse. Ils ont commencé par copier. Merci beaucoup. Ils ont commencé par copier. Professeur Norbert Yamayama, on doit prendre les projets de développement des 145 territoires. C'était la très bonne partie. Je rappelle, mesdames, messieurs, qu'on aura des séries d'émissions avec M. Norbert Yamayamba. Je pense que ça sera chaque samedi où on va avoir des séries d'émissions, des discussions comme ça. Il va commencer à nous expliquer au fait... Mais je ne viens pas ici comme professeur. Je viens comme M. Yamba ayant reçu la mission des ancêtres pour éclairer notre société. Vous aussi, vous avez reçu la mission des ancêtres. Ben, pourquoi je le fais? Bon, je gagne quoi en venant ici? Et donc, je gagne simplement parce que je fais cette mission. C'est une vocation, c'est une onction. Et je me mets à la disposition de mes frères. Et même si aujourd'hui on ne m'écoute pas, peut-être que même après moi, on pourra m'écouter. Oui, on peut conclure pour prendre le programme de développement des 145 territoires. On peut conclure sur notre sujet. Un dernier mot par rapport au développement. Comment l'homme noir peut se développer? L'homme noir peut se développer lorsqu'il renoue sa relation avec ses ancêtres. Parce que, outre le monde de cette terre des hommes, il y a ce qu'on appelle le village des ancêtres. Mais la Bible a dit les morts sont morts. Eh bien voilà, c'est ça aussi, c'est idéologique. Ils sont en train de parler d'Abraham, ils sont en train de parler de Marie, ils sont en train de parler de Joseph, ils sont en train de parler de tous leurs ancêtres. Et je termine en vous disant qu'aux États-Unis, à la Maison Blanche, une dame a été ici, à l'époque d'Eisenhower, on lui a donné la chambre d'Abraham Lincoln, qui était le président de prédilection jusqu'aujourd'hui des États-Unis. Cette dame a vu la nuit venir Abraham Lincoln, qui l'a interrogé, qui lui a posé des questions. La femme tremblait. Le matin, lorsqu'ils se retrouvaient sur un déjeuner avec le président Eisenhower et sa femme, et il leur a raconté ce qu'il a vu la nuit. Le président et sa femme, au lieu de s'étonner, ils ont dit, mais écoute, non, il n'y a pas grand-chose. Vous savez, cet homme, lorsque l'Amérique est en difficulté, il est souvent agité, il vient, il nous inspire et il y rentre. Donc, dans chaque société, il y a des êtres méritants, des ancêtres divinisés, des esprits de Dieu incarnés dans le corps humain, des gens comme Fumu Kimbangu, des gens comme Patrice Lumumba, des gens comme Etienne Tshisekedi, des gens comme Laurent Kabila. On peut les évoquer. Vous allez à France, sur la place de Paris, vous trouvez une maison où on a enterré la tombe de Napoléon. Aujourd'hui, qui sont en situation d'essoufflement, il y en a des gens qui les évoquent pour être inspirés. Nous, on a coupé tout. Les morts sont morts. Ça, c'est l'Occident. Mais entre-temps,
au festival de Nevada aux États-Unis, où ils sont en tenue d'Adam, ils sont en train d'évoquer leurs ancêtres pendant une semaine pour qu'ils puissent diriger le monde. Et quand ça arrive chez nous, quand vous mettez en tenue, n'est-ce pas, ancestral, vous êtes le diable, vous allez à l'enfer. Parce que c'est là qu'il y a des ressources, des énergies qui doivent nous aider à avoir la clairvoyance nécessaire pour bien maîtriser notre environnement, pour bien maîtriser notre société et développer notre société. Voilà le secret. Voilà le secret. Et je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on ait des dirigeants qui aiment l'Afrique, des dirigeants qui peuvent organiser des grands congrès pour réunir, pourquoi pas les églises traditionnelles, les églises autochtones, les chefs de coutumiers. Ensemble, nous faisons quoi pour bouger l'Afrique? Monsieur Norbert Yamba, le panafricaniste, si aujourd'hui vous devenez conseiller principal du chef de l'État, à l'oreille du chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez lui souffler pour lui dire quels sont les secteurs clés que le chef de l'État peut s'investir pour booster l'homme congolais, pour booster l'économie congolaise? Quels sont ces secteurs-là? Le secteur de l'éducation, la base basique. Parce que l'homme naît, il ne connaît rien, il apprend. Et quand il apprend, c'est pour connaître sa société et être utile dans sa société, transformer sa société, bénéficier de sa société. L'éducation que nous avons est en divorce avec les besoins qui sont les nôtres. L'éducation que nous avons est en divorce avec notre identité, avec notre spiritualité. Et donc, tout porte sur l'éducation. Certainement que le président de la République a pris l'option d'envoyer tous les enfants à l'école, y compris les enfants des pauvres. Ils sont 6 millions aujourd'hui qui ont eu accès. Mais ils vont apprendre toujours. Mais alors le contenu. Le contenu, justement. C'est ça le problème. Vous allez à Ingandé, là où j'ai fait une étude. Vous avez toutes les différentes activités réalisées sur le terrain. C'est la pêche, c'est la chasse, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Et on met en place des écoles. Alors, pédagogie, biochimie, littéraire. Vous fabriquez des chemins de luxe. Des gens qui seront moins importants. Vous n'allez pas transformer, vous n'allez pas produire. On va chuter avec notre deuxième partie. Monsieur Norbert Yamba, vous nous avez parlé du développement avec notre première partie. Vous avez mis l'accent sur la spiritualité, oui. Mais actuellement en RDC, nous avons un programme de développement des 145 territoires. Quand vous l'aviez appris, comment vous avez d'abord réagi? Non, mais comme je vous ai dit, qu'il y a 3 compartiments dans la recherche des solutions. Il y a des actions en court terme, à moyen terme et à long terme. Toute la spéculation, la problématique autour de la spiritualité, etc., et des grandes réformes au niveau du système politique et éducationnel, ça c'est le long terme. Tandis que la question de la pauvreté aujourd'hui, il faut rechercher des solutions par rapport au paradigme qui est opérationnel. Et alors maintenant, quand j'ai appris ça, je dis, ok, pour une fois, les ancêtres ont inspiré. Le président de la République est divinisé par les ancêtres pour laisser, n'est-ce pas, un exemple exceptionnel. Et ça sera le modèle référentiel en Afrique, parce que personne n'a tenté de le réaliser. Certainement que le colonel Kadhafi avait déjà modernisé son pays à l'époque, etc. Mais en Afrique subsaharienne, il n'y a personne. C'est le président de la République. Nous avons 145 territoires. Et vous savez que le développement des territoires, c'est la démocratisation du développement national. Un territoire, par exemple, comme Lomé, c'est la même dimension que le Rwanda. La ville de Kinshasa, par exemple, c'est 10 fois plus que la République de Sao Tomé-Principe. Vous imaginez? Et alors maintenant, nos territoires sont des pays. Et aujourd'hui, au niveau du territoire, sincèrement, il faut y aller. Vous êtes des Quinois. Moi, j'ai l'occasion d'y aller presque chaque mois. À l'époque, lorsque nous, on était jeunes, vous allez dans un territoire, vous trouvez l'administrateur du territoire, logé dans une maison en dur, superbement équipée. Vous voyez le bâtiment administratif, superbement équipé. Vous voyez les chefs de service, que ce soit agriculture, que ce soit environnement, que ce soit infrastructure, etc. Chacun a une maison en dur, équipée, avec les meubles, les mobiliers de l'État. Et vous avez la prison bien construite. Les gens mangent régulièrement. Il y a quelqu'un qui fait le monitoring, etc. Et quand vous allez dans les secteurs, parce que les territoires sont subdivisés en communes, secteurs et chefferies. Nous courons vers les tombes. Bien entendu. Et donc,
Et quand vous regardez les routes... Je voulais dire rapidement qu'en RDC, comme on a dit avec vous, on a un problème d'hommes. Et vous comprenez très bien ce qu'il faut pour le développement des RDC. Est-ce qu'on peut dire que, rapidement, nous citons, merci mon réalisateur, quelle est la personne qui peut booster ces secteurs-là? Qui peut être le manager de ce projet-là? Non, non. Il doit se comporter comment? Non, 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 non. Le leadership, ce n'est plus un seul leader, une seule personne. Peu importe ses qualités. Le leadership, c'est l'ensemble de personnes qui sont recrutées dans un système et qui s'interagissent et qui construisent la performance de l'institution. Norbert Yambayamba peut jouer quel rôle, rapidement, pour le développement des 140 territoires? Non, non, mais ça dépendra du chef. Mais au moins là, moi, je suis spécialiste de la non-spécialisation. C'est-à-dire que j'ai des leaders qui voient un peu plus dans plusieurs secteurs. Je suis développeur, je suis bien pour manager, je suis bien pour encadrer, faire la coordination, suivre les gens, déterminer les orientations, déterminer les résultats et interroger ces résultats en ayant tel ou tel délai, etc. Et aller en direction de la population pour construire l'appropriation. Ça, ce sont des formations, 17 d'ailleurs, que j'ai réussi à travers le monde et qui me permettent véritablement d'avoir une vision consolidée et polyvalente de la société. Et ça, Norbert Yambayamba serait aussi d'une utilité naturellement si il advenait que les chefs nous fassent confiance. Oui, mais avec le temps qui nous reste, bientôt là, c'est les élections. Est-ce que vous pouvez finir avec ce projet-là, le développement des 145? Quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Ce sont des projets d'infrastructure et d'amélioration de l'économie au niveau rural. Et les infrastructures, c'est question seulement de retrouver une institution ou une entreprise très professionnelle qui est capable de construire, par exemple, 1000 écoles. Et encore que il faut identifier ceux qui peuvent faire ce travail à travers les différents territoires ou différentes provinces. Et donc cela est possible. Cela est possible. Mais moi je dis qu'avec les 2 ans, par rapport à ce qui est prévu, on peut aller jusqu'à 80 ou 90%. Donc c'est 2 ans. C'est 2 ans. 90% de réalisation. De réalisation. Avec quelle personne? Norbert Yambayamba ou d'autres personnes? Non, non, non. Mais écoutez, c'est un projet. On a déterminé un certain nombre de garde-fous. Norbert Yambayamba ou quelqu'un d'autre. Mais il existe un montage. Ah non, 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 attention. Il y a un montage institutionnel où il y a le comité de pilotage dirigé par le président de la République, regroupant pratiquement tous les gouverneurs, y compris les ministres. Il y a un montage de pilotage stratégique et un montage, pilotage opérationnel. Et à chaque niveau, il y a un monitoring. L'IGF faisant aussi son travail, la Cour des comptes faisant son travail, les cours et tribunaux poursuivant les infractions. Dans un système de surveillance mutuelle, on peut arriver à réaliser des choses. Soyez-en rassurés. Alors, nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Une très belle émission. Merci à vous, M. Norbert Yambayamba, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Arnold. Votre dernier mot, vous allez faire la conclusion de tout. Du développement, du projet des 145 territoires, de la spiritualité comme vous aimez bien. Faites-nous une conclusion et puis on va se quitter en beauté. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens, quand il est chez lui, il dit que le développement, c'est facile. Quand quelqu'un a le pouvoir, il est capable de le réaliser. D'abord, le développement lui-même, c'est un concept très aliéné, peu importe. Mais cela n'est pas si facile qu'on le croit. Et le développement, c'est d'abord avoir son génie propre. Être capable de transformer ce que Dieu nous a donné comme potentialité. Nous les avons, nous ne manquons pas, mais nous devons avoir notre génie. Et ce génie s'épuise naturellement dans la spiritualité où nous sommes capables. Encore la spiritualité. Nous sommes capables d'inventer des technologies que nous pouvons mettre ça dans nos programmes scolaires, académiques. On me fait signe qu'il faut que j'arrête. La spiritualité, là, c'est Jésus ou c'est les ancêtres? Non, la spiritualité est naturelle. L'homme est à l'image de Dieu et il a reçu une partie de Dieu et il est capable de fonctionner comme Dieu. C'est pas Jésus. Jésus, c'est un ancêtre divinisé des Israélites. Merci beaucoup. Nous, on a connu des ancêtres divinisés, mais nous sommes aussi à l'image de Dieu. Nous sommes aussi dépositaires de Dieu et nous sommes capables de profiter de nos ressources. Merci beaucoup. Pour que nous puissions véritablement booster notre environnement. Yambayamba, coupez ce qui vous intéresse. Prochainement, ça sera comment développer un pays grâce à la vraie spiritualité. La semaine prochaine, ça sera encore avec M. Norbert Yambayamba. Cette fois-là, on va parler de la spiritualité et du développement. Merci on va beaucoup. laisser le temps pour ça.
Alors, vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission, cette belle émission, dirais-je. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à notre directeur de programme, M. Florent, et à M. Fia, et à toute mon équipe technique, et aussi à mon invité, M. Norbert Yamba, qui m'a aidé à faire une très belle émission. Surtout aussi à notre DG Peter Tiani, à qui on dit bon séjour là où il est au Cameroun. Coup de chapeau, Peter, on est ensemble. Les vaillants soldats. Voilà l'innovation, voilà ce que nous cherchons si on devient des entrepreneurs. Chacun là où il est, pas pour seulement parler français, mais pour générer des ressources. Il faut profiter aussi du génie propre pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Voilà. Frédéric Sénèque, sinon portez-vous bien. C'était à la présentation Arnold de Tiani. Bonsoir chez vous.